Salut les amis, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une vidéo d'analyse de copie. Donc là, on est sur une copie de terminal Spemat, un élève de terminal qui m'a envoyé sa copie. On va regarder ensemble. Le contrôle, il porte sur étude de fonction. On a la convexité qui ressort dans le contrôle, donc de la dérivation évidemment, de l'étude de sin, la fonction exponentielle. On a également un peu de géométrie dans l'espace et du dénombrement. Donc j'ai séparé exercice par exercice. On va regarder un petit peu ce qu'il a fait et on verra sa note à la fin. On va analyser ce qui va pas. Bref, on regarde ça ensemble, c'est parti, let's go. Exercice numéro 1, c'est un exercice donc d'étude de fonction en 3 parties, ou 4 parties, je crois que c'est partie A, B, C, D. La première partie, c'est une conjecture graphique. La deuxième partie, on va voir la deuxième partie après, c'est plutôt la partie analytique, où on dérive, on étudie le signe. Après, c'est la partie convexité. Ah non, c'est l'étude du signe de f', variation de f. Et après, c'est la validation des conjectures. Bon. Ah oui, la convexité, elle est ici. Allez, on regarde. Donc en général, oui, c'est des exercices avec les fonctions auxiliaires parce que tu ne veux pas étudier la fonction principale dès le début. Il y a une question intéressante sur cet exercice-là, mais qui vient en toute fin de contrôle. Le prof, il l'a mis en mode exercice 6. C'est une égalité à démontrer par rapport à l'exercice 1. Et cette question-là, c'est typiquement le genre de choses, c'est la question de ce genre d'exercice que les élèves n'arrivent pas à faire en général. Je vais te montrer après comment est-ce qu'il faut raisonner sur ce genre de questions. Allez, donc exercice 1, la partie A, il a les points, c'est juste conjecture, on te demande de conjecturer sens de variation et signe de la fonction sur -4, 2. Et en général, dans ce genre d'exercice, comme je te dis très souvent, en fait, tu as besoin de connaître la stratégie des exos. Tout de suite, moi, je me pose la question, pourquoi il nous demande de faire une conjecture en partie A et de valider des conjectures sur la partie D, en fait. C'est quoi le but? Pourquoi on nous demande de faire ça? Parce qu'en fait, ici, on va être amené à faire des conjectures qui sont pas forcément bonnes. Et tu sais pourquoi? Parce que là, tu as l'impression que la fonction, elle est croissante, elle stagne un peu ici, mais elle reste croissante. Alors qu'en vérité, très probablement que sur cette zone-là, la courbe, elle descend, mais tellement légèrement qu'on ne voit pas. Et nous, on va donc conjecturer, ah bah là, la fonction est croissante sur -4, 2, et puis le signe, c'est négatif, puis positif, tu vois. Négatif jusqu'à -0,4 parce que là le petit point ici ça nous indique qu'on est à -0,4 en abscisse, donc là il faut savoir aussi faire tes lectures quand tu as le point là sur les calculatrices qui est indiqué. Ça d'ailleurs c'est quoi? C'est la numwork, c'est l'écran de la numwork. Ici elle t'affiche la valeur de l'abscisse et là la valeur de l'ordonnée. Donc de -4 à -0,4 la fonction est négative, de -0,4 à 2 la fonction est positive, la courbe est au-dessus des abscisses, et on a à peu près, d'ailleurs c'est même pas -0,4 parce que là f de -0,4 c'est -0,04, donc il faudrait carrément dire que c'est de -4 à 0 en fait. C'est ce qu'il a dit effectivement, de -4 à 0 elle est négative et de 0 à 2 elle est positive. C'est ça, et c'est ça qu'il fallait écrire, parce que là, ce point là, l'ordonnée elle est négative, donc on est encore en dessous de l'axe des abscisses. Donc conjecture assez facile, mais dès qu'on rentre dans un exo comme ça, comme je t'ai dit, il faut commencer à anticiper ce qu'on va nous demander sur l'exercice. Et pour ça, il n'y a pas 1000 solutions. Tu peux pas deviner la stratégie d'un exo d'entrée de jeu. Pour ça, il faut que tu t'entraînes. Et pour t'entraîner, ici, tu as plein d'exercices qui sont accessibles pour tout le monde parce que les exos bilans de Spemat Terminal, je les ai pas verrouillés en mode premium. Donc c'est accessible pour tout le monde. Tu vas sur mon site, la BenCS Academy, et là, chapitre par chapitre, tu vas pouvoir réviser avec des exercices déjà sélectionnés sur la convexité, les suites numériques, sur les limites de fonction. Tu as déjà beaucoup de choses pour t'entraîner sur tes contrôles, des vrais exos dignes de ce nom. Et si tu fais pas ce genre d'exo avant de faire tes contrôles, le problème c'est que tu pourras jamais deviner les stratégies comme je te dis qu'il faut, comme je te dis de faire sur tes contrôles. Si tu veux pouvoir deviner la stratégie d'un exo et donc maîtriser l'exo, ok, le déchirer, tout péter, il faut que tu aies fait suffisamment d'exercices en entraînement pour avoir l'habitude du style de question qu'on va te poser. La partie B, c'est l'étude de la fonction g qui est ici, qui est une fonction auxiliaire qui va nous faire à faire l'étude, qui va nous servir à faire l'étude de la fonction de base f de x. Donc on nous demande de déterminer l'expression de g' et ensuite de déterminer le tableau de variation de g. Donc g', a priori, il ne s'est pas trompé. Et là, il faut savoir dériver des formes exponentielles u, tout ce qui s'ensuit. Donc il a mis le petit détail ici, tout ça c'est très bien. Ensuite, pour le signe de g', pardon, il n'a pas justifié ici pour 3 plus x. Donc là, il faut expliquer que tu as un coef directeur qui est positif et que tu es du signe du coef directeur après la racine. Il faut au moins mettre, tu vois, que le coef directeur, là, le petit a, on va l'appeler a, le coef directeur, il vaut 1 et qu'il est positif. Et tu peux le faire comme ça d'ailleurs, tu peux faire apparaître comme ça la justification. Il est positif le coef directeur, c'est pour ça que là tu mets un plus. Tu vois?
En gros, c'est comme ça que tu peux justifier. Donc l'exponentielle toujours positive, signe de G' moins plus, variation. Par contre, ici, le prof écrit complète ou la prof. Pourquoi? Parce que tu dois jamais laisser un tableau de variation sans image. Ça, il faut absolument plus faire ça en terminale. Minimum, tu mets les images, voire les limites, si tu as déjà fait les études de limites. Et c'est archi important, parce que derrière, on va te demander de... Plutôt, on va te dire... Ah oui, c'est ça. En fait, si tu sais pas jusqu'à combien tu descends ici, tu n'auras pas un bon visuel de ce qui se passe pour ta fonction G, notamment du point de vue du signe. Parce qu'à un moment donné, voilà, c'est ici, la question 3, on va te demander de déduire le signe de G de X sur l'intervalle moins 4, 2. Et pour faire ça, il faut impérativement que tu aies toutes les valeurs d'image là. Sachant qu'on te dit, on admet que G de X s'annule une seule fois pour une valeur de alpha comprise entre 0,20 et 0,21. Donc 0,20 et 0,21, c'est vers ici. Donc là, il faudrait aussi mettre cette information dans le tableau. En fait, pour alpha, G de X s'annule. Une seule fois. Ça veut dire que je suis sûr, a priori qu'ici, j'ai que des valeurs négatives. C'est presque certain. Il faudrait calculer G de moins 4 et G de moins 3. Mais c'est presque sûr qu'on a des valeurs négatives. Puis, la fonction G s'annule et elle devient positive. Et là, bon, bah, G de 2, ce sera une valeur positive. Donc, grâce à ça, je vais mettre un peu de stabilo. Tu vois, sur toutes ces valeurs-là, enfin, sur toute cette partie-là, G de X est négatif. Donc, G de X est négatif de moins 4 jusqu'à alpha. Hop, hop. Voilà. Donc, de moins 4 à alpha, G de X est négative. Je te remets le stabilo. Voilà, on l'a déduit grâce au tableau, la partie verte. Et après, de alpha jusqu'à 2, G de X est positive. On va le stabiloter en rouge. Hop. De alpha jusqu'à 2, G de X est positive. Et tout ça, c'est le but de cette partie-là de l'exercice. C'est d'étudier le signe de G de X. Et tu ne peux pas étudier le signe de G de X si tu passes pas par là, en fait. Parce que tu peux pas faire l'étude directement. Donc, a priori, il a galéré sur l'étude du signe, l'élève, parce qu'il a voulu faire l'étude du signe de façon directe, mais ça, tu peux pas, en fait, parce que l'expression, voilà, c'est marqué quoi? G de X est une somme. C'est pas très lisible, hein. G de X est une somme. Tu peux pas faire la règle des signes. Donc, ce qu'on applique pour un tableau de signes, c'est la règle des signes. Mais tu peux pas faire ça avec une expression qui n'est pas un produit ou un quotient. S'il y a une somme, tu oublies. C'est complètement faux. Et techniquement, la question 3, donc déduire le signe de G, ce que j'ai fait là, la question 3, c'était la suite directe du tableau de variation de G. Grâce au tableau de variation et grâce aux valeurs des images, on pouvait déduire le signe. Mais si on n'a pas nos valeurs d'image, c'est mort. Tu ne pourras pas conclure sur le signe de la fonction G. Et ça, c'est une stratégie d'exo archi classique dans ce genre de situation. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut t'entraîner sur plein d'exos, type contrôle, type bac, type interro, de façon à voir ressortir ce genre de questions-là. Ok? Étudier la convexité de la fonction G. Donc ça, il faut dériver, je sais pas, il l'a fait la question 4. Ouais. Ah oui, il a essayé de refaire un autre endroit sur la copie, la question 3. En gros, ouais, ça t'a vraiment fait bugger la question 3, je pense. T'as essayé de la refaire ailleurs, mais c'était toujours pas compréhensible pour le prof. En gros, il s'est demandé d'où sortait le signe de G là. Et surtout, pourquoi tu ferais le signe de G finalement? Pour déduire la convexité de G. En fait, pour la convexité de G, c'est le signe de G seconde qu'il faut étudier. Donc là, par contre, il ne faut pas chercher à tortiller avec ça. Quand la dérivée seconde est négative, ça te permet de dire que la fonction G est concave. Et quand la dérivée seconde est positive, ça te permet de dire que la fonction G est convexe. Donc quand on vous demande, les amis, d'étudier la convexité d'une fonction, il faut la dériver deux fois. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai G', je cherche G seconde. Et à partir de G seconde, on va pouvoir étudier le signe de G seconde et déduire la convexité de la fonction G. Ok? Donc la question 4, malheureusement, tu l'as foirée, ou tu l'as peut-être même pas faite. En fait. La question 4, elle était par là. C'est comme si la question 4, tu avais essayé de la faire là. Tu avais fait question 3 et 4, quoi. Mais non, c'était foireux. Donc là, il n'y a pas eu de point. Voilà, pour la partie B, le truc que je peux dire, c'est que tu l'as foiré, grosso modo, la partie B, tu l'as foiré sur la deuxième partie, ok, à partir du tableau de variation, parce que tu n'as pas appliqué les trucs standards, à savoir mettre les valeurs des images dans un tableau et après exploiter ce fameux tableau.
Il faut l'exploiter, le tableau. Il dit des choses. Il faut faire ressortir les informations qu'il nous donne, le tableau de variation. On a beaucoup de choses à faire ressortir d'un tableau de variation, notamment du point de vue du signe. Mais pour arriver à faire ce genre de choses de façon fluide, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure, il faut que tu fasses beaucoup d'exercices du style, de façon à revoir ce genre de questions très souvent. Et en contrôle, après, tu dis, ah bah ouais, ça, je l'ai déjà fait en entraînement. Bim, bam, bam. C'est bon, je donne la réponse. Ok. Partie C, on revient sur la fonction f du tout début. Ils nous disent, on note f', la fonction dérivée de f, déterminer f', exprimer f' en fonction de g. Donc en fait, dans la fonction f', on doit voir ressortir la fonction g. La fonction g, elle est ici, x plus 2, exponentielle x moins 1, moins 1. Donc x plus 2, ok, donc t'es pas allé assez loin. Ici, il fallait voir déjà que tu pouvais factoriser par x plus 2, là, dans la parenthèse. Alors là, les amis, ça me permet de vous dire cette chose-là. Dans les expressions qu'on va obtenir sur du calcul littéral, des expressions mathématiques, on va toujours chercher à avoir les expressions les plus simples. Et les plus simples, c'est les plus factorisées. Donc je garde pas quelque chose comme ça, x carré plus 2x. Non, je factorise par x. Et là, je vois un x plus 2 exponentielle x moins 1. Je me dis, tiens, x plus 2 exponentielle x moins 1, ah, c'est ça. Ça ressemble à g de x, mais pas encore. Et là, je me dis, ah bah je peux encore factoriser par x. Alors j'y vais, je factorise par x. X, facteur de exponentielle x moins 1, facteur de x plus 2, moins 1. Et là, je vois quoi dans le crochet? Eh ben, je vois g de x. Et ici, c'est bon, j'ai exprimé f' en fonction de g de x. Pour voir ressortir ce genre de choses, on doit aller au bout du calcul littéral. On doit factoriser au maximum notre expression. Ok? Une fois qu'on a ça, vu que f' dépend de g de x, le signe de g de x, je le connais. On l'a dit, le signe de g de x sur moins 4, 2. Moins 4, 2, 0, il sera par là. Hop. Donc, moins 4, 2, il y a 0 et alpha. Donc, alpha, ils nous ont dit dans la partie B que c'était compris entre 0,20 et 0,21. Ils nous demandent de l'admettre. Ça, normalement, on le démontre avec le TVI. Mais à ce stade-là, a priori, l'élève, il n'avait pas encore fait le TVI en classe. Le prof, il a un peu remasterisé l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit tableau de signes. Je vais y arriver ou quoi? Tracer un trait, c'est quand même pas compliqué. Voilà. Donc, le tableau de signes pour x, pour g de x, et ensuite, du coup, pour f'. Comment je fais pour remplir le signe de g de x? Partie B, signe de g de x. Tu vois, on l'a établi. C'était l'objet de la question 3 de la partie B. Ok? Donc, négatif avant alpha, positif après alpha. Donc, négatif avant alpha, négatif avant alpha, alpha ça s'annule, positif après. Le signe de x, bon bah c'est moins, plus, ça change de signe au 0. Et après pour f', règle des signes, plus, moins, plus. Et voilà. Là ça s'annule, et là ça s'annule. Ok? Voilà le but de cette partie C. Et voilà pourquoi on a fait toute la partie B avec l'étude de la fonction auxiliaire g de x. Parce qu'elle nous sert à étudier la fonction principale qui est la fonction f de x. Notamment ici du point de vue du signe de sa dérivée, mais après surtout du point de vue des variations de la fonction f, donc croissante, décroissante, croissante, voilà. Et là on met f de 0, f de alpha, f de moins 4, f de 2. On ne fait pas un tableau incomplet, on complète l'intégralité du tableau. Donc malheureusement, tu n'es pas allé au bout sur cette partie C non plus et tu as bloqué. Ici, tu n'as pas vu le lien et le problème, c'est que tu aurais dû factoriser jusqu'au bout. Il fallait aller jusqu'au bout de ton expression littérale. Les résultats valident-ils les conjectures de la partie A? Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, on se rend compte qu'en fait, notre fonction, elle n'est pas croissante tout le temps. Il y a un petit morceau entre 0 et alpha où elle est décroissante, alors que nous, on avait conjecturé qu'elle était croissante. Et la vérité, c'est quoi? C'est que ici, on est entre 0 et alpha, donc là, entre 0 et 0,20 ou 0,21. Tu as une petite zone qui va être décroissante, mais c'est tellement léger que tu ne le vois pas en fait, parce que la fenêtre d'affichage, elle n'est pas bien configurée. Si on zoomait à fond là, zoom, 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 on se retrouverait dans la petite zone où c'est décroissant et on pourrait le faire apparaître, on pourrait le mettre en évidence. Mais la raison pour laquelle on ne le voit pas, c'est à cause de l'affichage de ta fenêtre graphique. Ok? Ce style d'exercice, comme je te dis tout à l'heure, à force de les faire avec les élèves que j'accompagne, par exemple, on va faire ce genre d'exo quand on a le temps de bosser, hein. Quand on a suffisamment de temps pour se préparer et suffisamment d'heures pour faire et des maths et de la physique-chimie avec ceux avec qui je bosse ces deux matières, on va faire ce style d'exercice-là, récapitulatif sur les études de fonction, parce que ça ressort. Dans plein de bouquins, tu trouves des exos de ce style.
Donc ce genre de technique de dire ah j'ai conjecturé un truc mais après je fais l'étude complète analytique et je me rends compte que mes conjectures sont pas validées, on a ça dans plein d'exos donc on n'est pas surpris du style d'exercice. Ok. Voilà donc pour l'exercice numéro 2, non exercice 1 pardon. C'est un bel exercice, je crois que l'exercice 1 le prof il l'a mis en tout sur 10 points, l'élève a eu 4,5 sur 10. Donc l'exo 1 elle n'a pas été super bien réussi en fait. Alors, exercice suivant, c'est du dénombrement. Donc c'est un. Ah oui, il y avait du dénombrement dans le contrôle. Donc pour le dénombrement, une course oppose 20 concurrents. Il nous demande les podiums possibles. Donc les podiums, il faut savoir qu'un podium, c'est trois vainqueurs. Premier, deuxième, troisième. Donc combien y a-t-il de podiums? Podium, c'est ordonné, évidemment. Le premier, le deuxième, le troisième. Combien y a-t-il de podiums possibles où Eric est premier? Combien y a-t-il de podiums possibles dont Eric fait partie? Donc là, il faut savoir si tu fais du... Comment dire? Si tu fais des arrangements ou des permutations ou des combinaisons. Et du coup, il faut savoir distinguer dans chaque cas si l'ordre compte ou pas. Donc a priori, cet exercice, il l'a pas réussi complet parce qu'il était sur 3 points. Ouais, il a inversé. Ah ouais, ok. Donc là, en fait, il est allé chercher... Ce qu'il a fait à la question 2, c'est ce qu'il aurait dû faire à la question 3. Pour la question 1, c'était bien des arrangements, puisqu'on a une liste ordonnée, l'ordre compte. Donc il a ressorti la formule, pour ça c'est bien. Pour la question 2, Eric est premier, c'est-à-dire il fallait fixer le fait que Eric soit premier. Après, il fallait dire bah, pour la deuxième position, j'ai 19 concurrents possibles. Et pour la troisième position, j'ai 18 concurrents possibles. Donc 18 fois 19 fois 18. Voilà, 19 fois 18. Et ça nous faisait la réponse de la question 2. Et pour la question 3, le nombre de podiums possibles dont Eric fait partie. Ici, il fallait chercher si Eric il en fait partie, il peut être en première position ou en deuxième position ou en troisième position. Et du coup, bah, tu te retrouvais à faire 3 fois. Donc si Eric il est en première position, c'est ce qu'on fait à la question 2. Hop, Eric il est en première position. Donc là, j'ai plus que 19 possibilités. Là, j'en ai plus que 18. Si Eric il est en deuxième position, bah là, j'ai 19 possibilités. Et là, j'en ai plus que 18. Et si Eric il est en troisième position, hop, Eric est là. Là, j'ai 19 possibilités. Et là, j'en ai plus que 18. Eric, je l'ai enlevé à chaque fois des possibilités puisque sa place est fixée. Donc ça me fait 19 fois 18 possibilités où Eric est en première position. Ici, j'ai pareil 19 fois 18 possibilités où il est en deuxième position. Et j'ai aussi 19 fois 18 possibilités où Eric est en troisième position. Donc en tout, c'est 3 fois 19 fois 18. 3 fois 19 fois 18. Ça te donne le nombre de podiums possibles dont Eric fait partie. Ok? Et lui, il avait fait des arrangements. Voilà, 2. Il s'agit du nombre de podiums possibles, moins ceux dont il ne fait pas partie. Ah ouais, ok. Ok, ouais. Mais ça répond plus à la 3. Ouais, c'était assez malin aussi de le faire comme ça. C'était plus pour la 3 ouais, qu'il fallait raisonner comme ça, effectivement. Donc le prof a eu raison de le mentionner. 3 fois 19 fois 18. 1026. Donc moi, je l'ai raisonné différemment en fait. Mais c'était assez malin aussi de le raisonner comme ça. Mais ça répond à la question 3 malheureusement. Et pas à la question 2. Dommage, dommage, dommage. Exercice suivant, c'est encore du dénombrement ou pas? Ouais, combien y a-t-il de comités? Mais là, c'est avec des combinaisons, effectivement. Donc sur 5 points, 2,75, encore une fois la moitié des points. C'est à moitié réussi en fait ce contrôle. Mais on voit qu'il y a de l'envie, hein. C'est pas une copie dégueulasse, c'est une copie où il y a des choses qui ressortent, il y a des bonnes choses. Il y a du manque aussi, on a vu qu'il y a des choses qui manquent. En gros, ici il manque par exemple la question 3 et tu as inversé question 2, question 3. Ce qu'il y a, bah là il manque carrément la partie D, tu l'as pas fait. Mais parce qu'il manquait la fin de la partie C, il manquait en fait la compréhension du style d'exercice. Il manquait le fait de maîtriser la stratégie de l'exercice pour ce qui est de l'exo 1. Là, ce qui t'a manqué, bah, c'est peut-être du temps, je sais pas, parce que tu as quand même fait quelque chose de sympa pour la question 2, bien que fallait le faire pour la question 3, donc tu as quand même permuté le raisonnement. Pour l'exo 3, donc qu'est-ce que c'est? Je découvre l'exercice en même temps. Eric et Alain font partie d'une équipe de 8 joueurs, 6 garçons, 2 filles. Ça me dit quelque chose cet exercice. On décide de nommer un comité de 3 joueurs. Donc là, il n'y a pas d'ordre.
première chose à identifier, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Dans cet exercice, l'ordre ne compte pas, puisque c'est un comité de 3 joueurs. Combien y a-t-il de comités possibles? Tu prends 3 joueurs parmi 8, ça c'est très bien. Combien y a-t-il de comités contenant exactement 2 garçons et une fille? Donc 2 garçons parmi 6, là c'est 2 parmi 6, et après une fille parmi 2. Donc une fille parmi 2, et après il multiplie l'un par l'autre, et ça lui fait le nombre de comités. Donc ça c'est très bien, parfait. Question 3, combien y a-t-il de comités contenant au moins 2 garçons? Donc ça peut être 2 garçons ou 3 garçons. Donc là il faut faire un plus au moins, c'est-à-dire qu'on regarde toutes les possibilités, soit 2 garçons, soit 3 garçons. Donc si c'est 2 garçons, c'est 2 garçons et une fille. Ça on l'a calculé à la question 2. Et si c'est 3 garçons, ben, c'est 3 garçons parmi 6. Donc là je sais pas, sérieux? J'ai pas compris ça. Il s'agit du comité contenant 2 garçons plus celui contenant 3 garçons. Donc 3 garçons c'est 20. Ah ouais, ok. C'est parce que 2 garçons, en fait, t'avais répondu à la question juste en haut, mon gars. T'avais dit juste en haut que le comité qui contient 2 garçons, c'est 30. Là, tu l'avais écrit toi-même. Donc là, le prof, ah oui, ok, je comprends pourquoi il dit sérieux. Sérieux, quoi. En fait, ça veut dire que là, tu perds des points bêtement. Tu vois? Là, t'as perdu le point bêtement. Putain, c'est dommage. Donc c'était 50. Voilà. Ouais, bon après peut-être le stress explique peut-être cela. Donc t'as pas fait le reste des questions. Peut-être tu manquais de temps, je ne sais pas. J'ai pas le timing hein, d'ailleurs pour cette copie, je sais pas, c'est un contrôle je pense au moins 1h30, je dirais, parce que c'est quand même assez serré. Bon, question 4, question 5, a priori il a pas fait. Moi je vais pas, je les mettrai peut-être d'ailleurs sur la BNCS, tu vois. Ces exercices-là, je vais peut-être les corriger et je vais les rajouter là dans dénombrement. Je vais faire une section dénombrement et je vais mettre quelques exercices de dénombrement parce que je vois que ça manque un petit peu pour beaucoup d'élèves. Donc on va rajouter des exos de dénombrement. Exercice 4, ah, ça il m'en avait parlé, on a fait un cours ensemble, il m'en a parlé. Cet exercice-là, c'est pas mal de relations vectorielles, des relations de Chasles. Donc je vais pas le corriger, mais il l'a loupé complet. De toute façon, il a fait que ça sur Exo 4. Donc clairement, là, ça l'a mis en stress, en bug. Là, tu as des relations vectorielles, donc il faut savoir manipuler Chasles. Clairement. Tu vois la première, je peux te faire par exemple la première. Bon, on a un tétraèdre, on a la définition du centre de gravité de la face ABC. Donc la face ABC, c'est la face du bas. Centre de gravité, GA plus GB plus GC égale vecteur nul. Et on dit qu'on définit le point K par cette relation-là. On te demande de démontrer que 3KG plus KD égale vecteur nul. Typiquement ici, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ok, dans l'énoncé, on me donne une relation vectorielle avec le point K. Et on m'en donne une autre avec le point G. Est-ce que je peux mixer les deux pour faire ressortir celle-là? Ben, on va tester. Je vais prendre celle-là, KA plus KB plus KC plus KD égale vecteur nul. Je vais utiliser la relation de Chasles et je vais faire apparaître KG ici. Ça fait KG plus GA. Je vais faire aussi apparaître KG avec KB. Ça me fait KG plus GB. Je vais faire aussi apparaître KG avec KC. Ça me fait KG pardon, plus GC. Et puis KD, je le garde. Pourquoi? Parce que là, dans ce qu'on me demande de trouver, je l'ai KD. Donc je l'ai, je le garde. Pas besoin de le toucher. Donc je laisse KD. Bam bam. Hop, égale vecteur nul. Qu'est-ce que j'ai ici? GA plus GB plus GC. Et ça vaut quoi GA plus GB plus GC? Ça vaut le vecteur nul. Donc ça, boum, 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 ça dégage. Il me reste KG plus KG plus KG, ça fait 3KG. 3KG plus KD égale vecteur nul. Alors ici, et tu as démontré ce qu'il fallait démontrer. Ici, je vais m'arrêter 2 secondes pour te dire à tous ceux qui regardent la vidéo, donc toi, entre autres, je remarque avec plein d'élèves sur la partie géométrique dans l'espace en terminale qu'il y a des lacunes véritables au niveau de la manipulation des vecteurs. J'ai remarqué ça déjà les années précédentes, et là, ça s'accentue. Et je sais pourquoi il y a ces lacunes. Parce qu'en première, vous faites un chapitre de vecteurs, mais qui est directement connecté au produit scalaire. Donc tout ce qui est manipulation de vecteurs, relation de Chasles, collinarité, ça se fait en seconde. Il y a plein d'élèves en seconde, les maths, ça passe un petit peu au-dessus de la tête, c'est un peu en mode freestyle, un petit peu en mode à l'arrache. Et le problème, c'est que quand on raisonne comme ça en seconde et qu'on n'est pas sérieux et appliqué sur les outils qu'on manipule et qu'on découvre, bah, les outils qu'on manipule et qu'on découvre, on s'en souvient plus. Et en première, on ne réutilise pas tellement de la relation de Chasles, on le fait un petit peu mais pas tant. On fait surtout beaucoup de calculs avec le produit scalaire. Et en terminale, on fait beaucoup de relations de Chasles en fait. C'est ça le problème. Et avant, il y avait un chapitre en première S qui était la phase intermédiaire entre la seconde et ce qu'on faisait en terminale.
Ce chapitre, c'était sur les droites de l'espace, les droites du plan, pardon. Et on faisait beaucoup de relations de Chasles. On avait aussi beaucoup de relations de Chasles en 2D, donc les élèves étaient un peu plus habitués. Et la dernière fois, j'ai travaillé avec un élève de première, justement, une petite séance comme ça, parce que leur prof a décidé de les faire bosser sur le chapitre, l'ancien chapitre de première S, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais l'élève m'a demandé de bosser sur ça parce que le prof leur avait proposé ça en classe. Et c'était une bonne idée en fait. Parce que même si on n'est pas dans le thème du programme en première, quand on bosse sur les droites du plan, on va pouvoir travailler sur la collinéarité, on va pouvoir travailler sur la relation de Chasles, et ça c'est vachement important pour tous ces exos-là en terminale. Et quand t'es pas habitué, en terminale, quand tu sais pas manipuler les relations de Chasles et tout ce qui s'ensuit, bah typiquement ça tu peux pas le faire. La question suivante, tu vois, déduire que les points sont alignés. Cette question-là, tu aurais pu la faire. Même si tu n'avais pas démontré la 1A, tu aurais pu admettre le résultat de la 1A et déduire le résultat de la 1B. Mais pour ça, il faut être à l'aise avec la collinéarité. Pour dire quoi? Bah pour dire qu'à partir de cette relation, on peut dire par exemple que 3kg égale moins kd. Cette relation, elle me permet d'affirmer que les deux vecteurs pardon, sont collinaires. Et comme ils ont le point K en commun, alors les points sont alignés. Voilà, ça répond à la question 1B. Donc dommage, cet exercice-là, il n'est pas réussi du tout. Bon, entre-temps, on l'a retravaillé avec l'élève parce qu'on n'avait pas eu le temps de bosser la géométrie dans l'espace et tout. On bosse surtout la physique en fait. Mais là, on va faire un petit peu plus de maths parce que faut remonter un petit peu les choses au niveau des maths. Exercice 5, c'est un exercice de suite numérique. En fait, il est archi complet ce sujet. Donc l'exode de suite numérique, je vois que c'est 1,5 points. Donc pareil, tu as manqué la moitié des points. Ah ouais, la récurrence, bon, t'es passé à côté malheureusement. Dommage. Mais t'as quand même eu l'idée. Non, t'as pas eu l'idée. Bon, ici on a une récurrence assez classique où on peut faire, on démontre en fait que la fonction est minorée, que la suite pardon est minorée, un supérieur à 2. Et en fait, ma suite numérique, elle est associée à une fonction f, donc un plus 1 c'est f de un, et la fonction f de x c'est 6x moins 4 sur x plus 2. Là, ce que je te propose, c'est une façon d'étudier, de faire cette démonstration par récurrence. C'est pas la seule. On peut la faire sans introduire la fonction f. Mais pour moi, le plus clair, le plus rapide, c'est d'introduire la fonction f. Et là encore, comment est-ce qu'on peut avoir l'idée? Entraînement, exercice, exercice, exercice. À force d'en faire, tu vas la voir ressortir cette propriété. Et tu vois, sur la démonstration par récurrence, là, j'ai une vidéo. Enfin, il y a déjà plein de vidéos sur YouTube pour la démonstration par récurrence, mais c'est vrai qu'il y a une vidéo, donc ceux qui ont accès à la BNCS en mode plutôt premium, il y a une vidéo là sur les suites numériques. Là, démonstration par récurrence, il y a une vidéo, elle doit faire 1h30. Et là, j'ai une quinzaine d'exemples qui sont traités, donc de démonstration type contrôle. Et dans ces démonstrations par récurrence, c'est sûr que cette technique avec la fonction associée, je l'ai utilisée au moins une fois quoi, dans les exos que j'ai fait. Pourquoi? Parce que cette fonction associée, tu vas pouvoir démontrer son sens de variation sur 2 plus l'infini. Tu vas pouvoir démontrer qu'elle est croissante. Voilà, fonction f croissante. Et donc, au moment de démontrer l'hérédité, tu vas dire, ok, la fonction f, elle est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, f de un est plus grand que f de 2. F de un, c'est quoi? Bah, c'est un plus 1. Et f de 2, ça vaut quoi? Il suffit de le calculer, ça vaut 6 fois 2, donc 12. 12 moins 4, 8. Sur 2 plus 2, 4. 8 sur 4, 2. Comme par hasard, voilà, un plus 1 supérieur à 2. Terminé. L'hérédité démontrée. Ça se fait en 2-2. Mais pour avoir l'idée de faire ça, il faut impérativement s'être entraîné sur plein de démonstrations par récurrence différentes et avoir fait ce style de démo 3-4 fois. Bon, et la question 3, a priori, tu l'as pas fait non plus. J'ai l'impression que ça... Ouais. Je pense que tu as manqué de temps. Et l'exercice 6, alors là, les amis, je vais vous dire en fait la technique pour ce genre de questions. Quand tu veux démontrer que A égale B, tu peux effectivement partir de A et aboutir à B. Tu peux partir de B et retomber sur A. Tu peux aussi partir de A et dire que c'est égal à C. Tu peux partir de B et dire que c'est égal à C. Mais tu peux aussi, dernière technique, et c'est celle-là qu'il fallait faire, calculer A moins B et montrer que c'est égal à 0. Donc, après, bien sûr, après développement, etc. Tu montres que A moins B égale 0. Et bien ça, c'était la technique pour cet exercice-là. Il fallait faire f de alpha moins alpha cube sur 2 alpha plus 2. Moins alpha cube sur 2 alpha plus 2. C'est ça? Ouais, ah non, 2 facteurs de alpha plus 2, voilà. Et ça, fallait démontrer que c'était égal à 0. Et qu'est-ce qui allait être réutilisé à un moment donné dans le bazar?
pour retrouver 0 à la fin, bah, à un moment donné, je ne vais pas le faire ici, hein, c'est une analyse de copie, c'est pas une correction point par point. À un moment donné, tu vas avoir une fraction, là, à cette phase-là, là, avec un truc au dénominateur. Et au numérateur, tu vas avoir machin fois G de alpha. Voilà, tu vas exactement obtenir un résultat de ce style. Machin fois G de alpha sur quelque chose. Et c'est quoi G de alpha? Ben, c'est là qu'il faut se remettre dans le contexte de l'exercice 1. Hop, voilà, c'était ici. G de alpha, c'était dit ici, G de alpha égale 0. En fait, alpha, c'est l'unique solution de G de x égale 0. Donc G de alpha égale 0. Et ce faisant, tu vois, j'ai pas besoin de faire, je l'ai pas fait l'exercice, hein, je connais pas cet exo, mais je suis sûr que c'est ça qu'on va trouver. Parce que tu as l'entraînement, tu as le fait de connaître ce style d'exercice, et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu connais ce style d'exo, ça vient tout seul, et tu sais faire. Parce qu'on n'est pas surpris, on découvre pas. G de alpha, comme ça vaut 0, bah ça annule tout le quotient. Et c'est comme ça qu'on retrouve 0 à la fin. Bon, donc la note, elle est moyenne, c'est un petit 10,5, 10,60. Il y a quand même eu quelqu'un qui a pris un 19,80 dans la classe. Il y a quelqu'un qui a pris un 5,20. La moyenne est quand même assez bonne, 11,60. Donc on est en dessous de la moyenne. Quoi, F1, ça sera pas un gros impact, mais bon, clairement, on peut mieux faire. En plus, l'élève, je vois, enfin, je sais qu'il peut mieux faire. Sur ce contrôle-là, je sais qu'il peut mieux faire. Mais il faut être un peu plus sûr de soi. Il faut pas faire d'erreurs toutes bêtes, comme ici. Là, il y a des points qu'on sauté bêtement. Voilà, c'est très dommage. Ici, là, les points qu'on sauté bêtement. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et peut-être qu'il faut travailler un peu plus vite parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites qui sont liées à un manque de temps. Le manque de temps, il peut venir aussi d'un stress qu'on ressent parce que on n'arrive pas, on saute des questions et puis on en saute une deuxième et puis on commence à se dire merde, je vais commencer à bégayer sur toute la copie et du coup on se stresse et du coup on perd ses moyens. Mais j'en reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, pour ne pas perdre tes moyens, tu dois être prêt. Au moment où tu arrives sur ta copie, tu dois comprendre la stratégie de tes exos. Mais pour faire ça, ça va pas tomber comme ça, tout cuit dans le bec. C'est impossible. Ça, c'est pas fait comme ça pour moi. Et tous les gens que je connais qui ont eu des bonnes notes au lycée, que ce soit des élèves que j'ai accompagnés tout au long des années passées, ou que ce soit les élèves que moi-même je côtoyais quand j'étais au lycée, et moi-même j'avais des bonnes notes, ça tombait pas tout cuit dans le bec. Au moment où tu révisais tes contrôles, au moment où je révisais mes contrôles, il fallait bosser, 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 faire des exos, des exos, des exos, enchaîner, enchaîner, enchaîner. Pas le temps d'être fatigué, pas le temps d'être démotivé, pas le temps de se dire ah non, j'ai pas envie. Non. Si tu as l'objectif d'avoir une bonne note, il faut se donner les moyens et il faut bosser avec des exercices dignes de ce nom. Il faut bosser avec des exercices qui sont soit déjà sélectionnés par des gens qui savent sélectionner les exos. Donc c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu peux aller sur la BNCS, tu prends les exos de SPEMAT. Tout le monde y a accès, ça. Je t'ai dit, j'ai pas verrouillé l'accès. Donc tu regardes ici. Donc je dois rajouter du dénombrement, comme je t'ai dit, mais il y a déjà quand même pas mal de chapitres qui sont traités. Et tu révises la convexité, les limites de fonction, les suites numériques. Mais tu révises, ça veut pas dire juste tu fais un exo et puis c'est bon. Ah, j'ai révisé. Non. Tu fais tout. Tu fais tout. Parce qu'en fait, à force de tout faire, c'est pas un exo qui va te permettre d'avoir les questions types. C'est plein d'exos. T'en fais une petite dizaine et tu vas voir les questions types qui ressortent sur le chapitre considéré, par exemple sur suite numérique. Tu vas voir les questions types qui ressortent. Ok. Quand on fait bien le taf, on chope des super bonnes notes. Vraiment. Et il y a plein d'élèves qui me le disent sur Insta ou directement sur la chaîne, donc je sais que ça marche. J'ai aucun doute là-dessus sur la méthode. Aie confiance, donne-toi les moyens, reste discipliné, ne révise pas juste la veille pour le lendemain. Là, je ne m'adresse pas à l'élève qui m'a donné la copie, hein, parce que lui, je sais qu'il bosse. Il n'y a pas de doute là-dessus et on va continuer à bosser ensemble et à améliorer son niveau en maths. En physique, ça va un peu mieux maintenant, mais en maths, on va améliorer le niveau. Mais de façon générale, je te dis, aie confiance et sois discipliné. Il faut que tu travailles dans la continuité, dans la durée. Il faut être endurant. C'est pas juste la veille pour le lendemain, c'est petit à petit, tout le temps, tous les jours. Même quand le contrôle, c'est dans 3 semaines. D'accord? Si tu veux en parler directement, viens sur Insta, en parler avec moi. Je t'expliquerai si tu as des mauvaises notes, que tu n'arrives pas à remonter, que tu es démotivé. Il n'y a rien d'inéluctable, viens en parler, on trouvera des solutions. Et puis si tu veux que j'analyse toi aussi ta copie, n'hésite pas à me l'envoyer, ce sera avec grand plaisir que je pourrai analyser, te dire ce qui va et ce qui va pas. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Encore une fois, un petit like, un abonnement pour encourager, donner de la force et surtout donner de la visibilité. Merci d'avance et je vous dis à tous à très bientôt. Ciao!